Bonjour tout le monde. Mon nom est Annie Perrault, je suis la directrice générale de Bio-Québec. Je sais qu'il y a des gens là, qui continuent d'arriver, mais tranquillement, je vais vous donner quelques informations à propos de ce webinaire d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, nous allons vous mettre en sourdine pendant la portion des conférences et vous allez pouvoir utiliser le Q&A que vous trouvez, questions-réponses, que vous trouvez au bas de votre écran pour poser des questions que nous allons adresser à la fin des présentations. Donc, ne vous gênez pas à utiliser le bouton Q&A au bas de l'écran. J'aimerais mieux que vous utilisiez cette portion plutôt que le chat, mais je vais aller voir le chat de temps en temps. Mais je vous inviterai à utiliser celui-là. Je vous mentionne aussi que le webinaire est enregistré et que l'enregistrement va être disponible sur les sites YouTube de LSO et de Bio-Québec également. Alors, merci d'être là cet après-midi, en ce beau vendredi après-midi. Ce webinaire est très, très important parce qu'il va parler de la porte d'entrée que constitue le Canada pour les médicaments. En fait, est-ce que le Canada est toujours une bonne porte d'entrée? Est-il toujours un pays où il est considéré comme un pays important pour présenter son médicament? Ou est-ce qu'on est en train de perdre notre statut de pays prioritaire pour le lancement? À Bio-Québec, on a fait une étude récemment sur l'intégration des innovations dans le système de santé au Québec. Et cette étude nous a permis de découvrir qu'il y avait des choses à améliorer au Québec, bien entendu, mais cette étude portait sur l'évaluation des médicaments au moment où ils ont déjà été approuvés par Santé Canada, c'est-à-dire que les entreprises ont fait le choix de le présenter au Canada et après ça, s'ils ont été approuvés par Santé Canada, est-ce qu'ils sont intégrés dans le système de santé au Québec? On parle donc ici de l'évaluation des médicaments par l'INES. Mais on ne peut pas se rendre là si les médicaments ne sont pas lancés au Canada. De là, la pertinence de la question qui a été lancée par mes collègues de Life Sciences Ontario, Dr. Jason Field et son équipe, à l'équipe d'IQVA. Est-ce que le Canada est toujours un pays donc prioritaire pour lancer ces médicaments-là? Parce que s'il n'y a pas d'introduction du médicament, bien évidemment, il n'y aura pas d'évaluation de ce médicament par INES ou par CADTH dans le reste du pays. Et je vous rappelle, entre autres particulièrement, qu'au Québec, on vient de lancer la deuxième mouture, la version 2.0 de la stratégie québécoise des sciences de la vie, et l'axe 5, qui est un axe prioritaire pour le gouvernement, est de mieux intégrer les innovations biopharmaceutiques dans notre système de santé. Alors, que ce soit le Québec, l'Ontario ou d'autres provinces canadiennes, si ces enjeux sont prioritaires, ils ne peuvent pas l'être, ils ne peuvent pas être exercés si le médicament n'est même pas lancé au Canada. Donc, aujourd'hui, on va regarder si, depuis les changements apportés aux politiques pharmaceutiques par le gouvernement canadien, si ces changements ont eu un impact sur la capacité du Canada à maintenir son statut de pays prioritaire. Alors, on va regarder comment le Canada se compare aux autres grands marchés internationaux en termes de délai de lancement, de proportion de lancement et de séquence de lancement. Et comment ces tendances ont évolué au cours des dernières années et qu'est-ce que ça signifie pour la disponibilité de nouveaux médicaments au Canada. On a la chance d'avoir deux conférenciers, M. Ali Teherani, qui va nous présenter les résultats de l'étude de IQVA dans quelques instants. Ali est le consultant principal du groupe de conseil Real World Solutions d'IQVA. Il a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et sciences de la vie. Et juste avant lui, tout d'abord, pour nous introduire le contexte de cette étude et les raisons pour lesquelles l'Ontario, nos collègues de l'Ontario ont décidé de mandater celle-ci, Mme France Dubé. Mme France Dubé est directrice politique en oncologie au niveau international, médecine de précision et cancer du sein chez AstraZeneca. Son rôle consiste à diriger la stratégie politique globale d'AstraZeneca en matière de médecine de précision et de cancer du sein, à orienter les ressources internes et externes et à s'engager pour aider les systèmes de santé et AstraZeneca à établir un environnement politique public favorable sur les marchés clés à l'échelle mondiale.
Alors, sans plus tarder, France, je te cède la parole pour nous présenter le contexte. Merci beaucoup. Merci Annie, puis bonjour à tous, puis c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Avant que IQVIA vous présente les résultats de son étude, je vais passer à travers un petit peu le contexte entourant ces données. Au Canada, comme vous savez probablement, ça dispose d'un système complexe d'examen et de remboursement des nouveaux médicaments. Dès le départ, si on se compare avec les États-Unis, plusieurs thérapies ne sont tout simplement pas lancées au Canada. Depuis le milieu de 2019, sur les 129 médicaments approuvés par la FDA, moins de la moitié ont été soumis à Santé Canada. Et pour les médicaments qui sont lancés ici, le parcours de commercialisation est long et incertain. On commence avec le CE-PMB. La majeure partie des 6 dernières années a été consacrée au changement du CE-PMB. La réforme a engendré une incertitude commerciale importante et a nuit à la position du Canada dans le classement mondial des lancements. Ensuite, on passe à l'évaluation des technologies de la santé, qui comprend des incertitudes et des évaluations restrictives au niveau des technologies de la santé. C'est trop axé sur le côté des prix et non sur la qualité de santé, les résultats et l'impact sur le système de la santé. Ensuite, on passe à l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique, où on voit des délais longs et incertains. En moyenne, ça prend au moins 10 mois pour compléter le processus de l'APP. Puis ensuite, on passe à l'inscription aux listes provinciales. Puis c'est là qu'il y a des délais variables entre les provinces pour les inscriptions des médicaments en vue d'un remboursement à la suite d'un accord. Alors, si on prend ça tout ensemble, ces problèmes ont un effet cumulatif, ce qui a entraîné des retards dans l'accès des médicaments pour les patients au Canada. Comme on peut le voir sur cette diapositive, on n'est pas sur la bonne route. Les délais d'inscription sont de plus en plus longs. Il faut désormais compter plus d'1 an et demi entre l'avis de conformité et la première inscription. Ceci fait en sorte que le Canada se classe loin derrière ses pairs. Comme vous pouvez voir sur cette diapositive, aujourd'hui, le Canada est l'un des pays les plus lents de l'OCDE 20 à rembourser les médicaments par le biais de ses régimes publics. Le Canada se classe 18e sur 20 pays. Le processus de remboursement est beaucoup plus long au Canada comparé aux autres pays développés, et ceci est vraiment pour plusieurs domaines thérapeutiques clés qui comprend, comme on peut voir ici, les médecins orphelins, les médecines oncologie. Et comme Annie a mentionné tantôt les stratégies de la science de vie, bien qu'il y ait des défis au Canada, on dispose aussi de plusieurs opportunités qui peuvent nous aider à surmonter ces défis. Premièrement, la décision du gouvernement fédéral de retirer les aspects les plus incertains et problématiques du règlement du CE-PMB est un pas dans la bonne direction. Deuxièmement, nous avons l'occasion d'aller de l'avant avec plusieurs stratégies en matière des sciences de la vie au Canada afin d'améliorer les politiques pharmaceutiques et d'accélérer l'accès aux médicaments. Sa stratégie prévoit une réglementation de calibre mondial et un accès plus rapide aux innovations en matière de santé, dont un grand nombre seront développés ici même au Québec et au Canada. Aujourd'hui, IQVIA présentera les résultats de son étude sur le lancement des médicaments au Canada. Il s'agit d'une mise à jour d'une étude de LSO qui a commandité ceci il y a quelques années en 2020. Comme vous verrez, les tendances récentes démontrent qu'il est important pour notre secteur de continuer à revendiquer un meilleur parcours commercial,
plus rapide et plus prévisible pour les nouveaux médicaments, afin d'être en mesure de concurrencer avec les autres marchés et d'attirer les premiers lancements de médicaments au Canada. Avec ceci, je cède maintenant la parole à Ali, qui nous présentera les nouvelles données d'IQVIA. À toi, Ali. Merci, France. Merci, Annie. Bonjour tout le monde. Ce que nous allons discuter aujourd'hui est vraiment une approche axée sur les données pour bien comprendre les lancements de nouveaux médicaments à l'échelle mondiale, aussi la position du Canada dans ce contexte mondial. Il existe plusieurs façons d'analyser les nouveaux médicaments, les lancements de nouveaux médicaments, et nous pensons qu'une approche basée sur les données est vraiment la meilleure façon pour comparer les pommes avec les pommes, comme on dit. Bon. Tel que mentionné, ceci est une mise à jour d'une étude complétée en 2020 afin de déterminer si le statut du Canada au niveau international a changé. Et nous avons vraiment deux questions clés. Premièrement, comment le Canada se situe-t-il par rapport aux marchés internationaux en matière de délai de lancement, de la proportion des produits lancés et aussi des séquences de lancement pour les nouveaux médicaments. Et deuxièmement, a-t-on vu des changements au Canada depuis l'annonce de votre politique, par exemple, les changements chez le CEPMB? Bon, encore, c'est une approche basée sur les données pour répondre aux questions clés. Je pense que je peux sauter ce diapo-là pour vous montrer plus de détails. Bon, le défi de mesurer les lancements à l'échelle mondiale, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de lancements chaque année. Alors, nous avons donc adopté une approche assez élargie et nous avons utilisé un horizon de 20 ans. Et nous avons examiné un grand nombre de pays, c'est-à-dire le top 25 pays internationaux selon les ventes. Et nous avons regardé vraiment 3 indicateurs clés. Place du pays dans la séquence de lancement, donc qui est le premier pays à lancer, deuxième, troisième, etc. Deuxièmement, le délai de lancement par pays, donc le temps entre le premier lancement mondial, le lancement dans chaque pays. Et troisièmement, la proportion de nouvelles substances actives lancées par pays. Nous avons aussi examiné les tendances temporelles pour voir si ces indicateurs changent avec le temps. Les données que nous avons utilisées est la base de données IQVIA MIDAS. Il s'agit d'une base de données mondiale de tous les lancements de nouveaux produits à travers le monde. Il s'agit de l'ensemble des données le plus complet de ce type et il est basé sur les données des ventes. Il comprend 93 pays et plusieurs chaînes de distribution. Vous pouvez voir les détails ici sur la diapo. C'est donc vraiment la référence en matière de vente à travers le monde. En ce qui concerne les pays que nous avons examiné le top 25, comme je l'ai dit, à l'exception de l'Autriche et la Suède, où les données de lancement ont été jugées pas assez suffisamment solides. Et il faut noter que la date de lancement a été définie comme la date à partir du moment où les ventes ont commencé à être enregistrées et ou la date de lancement du fabricant. Lorsque disponible. Il faut aussi noter que la date de lancement ne tient pas compte des chaînes de distribution ni des régimes d'assurance, publics ou privés. Et aussi, il faut noter que le médicament devait être disponible et non seulement approuvé. Le médicament peut être approuvé officiellement, mais pas être disponible sur le marché pour les patients. Et c'était vraiment l'objectif de ce que nous avons examiné, étudier les médicaments qui sont disponibles pour les patients. En ce qui concerne la façon que nous avons défini ce qui est un nouveau lancement, nous voulions nous assurer d'inclure les véritables nouvelles thérapies. Alors, il fallait donc qu'il s'agisse d'une nouvelle molécule et non d'une nouvelle indication ou une reformulation. Nous avons également exclu des éléments qui peuvent un peu brouiller les pistes, disons. Alors, nous avons donc exclu les génériques et les biosimilaires et aussi les vaccins
Vous savez qu'une nouvelle formulation du vaccin contre la grippe est disponible à chaque année, alors ce n'est pas vraiment une nouvelle molécule. Il faut noter aussi qu'en excluant les vaccins, nous avons aussi exclu les vaccins contre la COVID. Nous avons également cherché à voir s'il y avait des tendances par domaine thérapeutique. Nous avons classé les médicaments par ATC pour comprendre les différents types de médicaments lancés. Nous avons examiné aussi les maladies rares. Vous allez avoir une diapo sur ça vers la fin de la présentation. Donc, c'était le résumé de la méthodologie que nous avons utilisée et maintenant on peut passer aux résultats. On va commencer avec le rang du Canada dans la séquence internationale de lancement au fil des dernières 20 années. Cela vous donne donc une vue d'ensemble de la situation au cours des 20 dernières années. Sur l'axe vertical, c'est la proportion de lancement par pays, c'est-à-dire sur tous les nouveaux médicaments lancés à travers le monde, quel pourcentage chaque pays a-t-il vraiment lancé? Et sur l'axe horizontal, c'est le temps, alors le temps médian que ça prend du lancement au niveau mondial jusqu'à lancement dans chaque pays. En faisant cette analyse, on peut constater quelques tendances. Premièrement, les États-Unis sont le premier pays à la fois en termes de délai de lancement et aussi au niveau de la proportion. Il faut noter que ce n'est pas toujours 100% pour les États-Unis parce que parfois les médicaments peuvent être lancés en Europe, par exemple, avant les États-Unis, alors on voit que c'est 90%. Deuxièmement, on voit que le groupe suivant, c'est vraiment l'Allemagne puis le Royaume-Uni. Les deux ont tendance à avoir une proportion assez élevée de lancements et ont tendance à être les premiers pays en Europe ou les premiers pays après les États-Unis au niveau de lancement des médicaments. Après, le groupe suivant, c'est le Canada et la Suisse, en termes de temps de lancement et aussi la proportion. Et finalement, il faut noter ce qui est intéressant au niveau de la Chine, c'est que la Chine est la deuxième plus grande marché au monde, mais elle est en retard en termes de proportion et de lancement, de délai de lancement. Donc ici, nous regardons le temps médian de lancement au cours des 20 dernières années et nous pouvons voir que le Canada, le temps de lancement, c'est plus qu'une année, puis on est au 4e rang. Après États-Unis, Allemagne et le Royaume-Uni. Et maintenant, on peut jeter un petit coup d'œil pour voir la séquence de lancement au fil du temps et pour voir si les choses ont changé. Donc ici, on voit la séquence de lancement dans le temps pour le Canada, c'est-à-dire une analyse d'une année après l'autre. Ici, nous avons examiné le temps médian de lancement du Canada et son classement en termes de lancement à l'échelle mondiale. Et nous voyons deux choses assez intéressantes. Historiquement, c'était assez stable pour le Canada. Si on regarde en 2013, par exemple, le temps médian est d'une année, le rang est 4e. Et cette tendance-là continue jusqu'à 2020 à peu près. Mais tout a changé en 2021 où le délai de lancement a doublé pour atteindre 2,1 années. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour cela. Et la plus évidente, c'est bien la COVID. Mais il faut noter que le classement ou le rang du Canada a également augmenté. Donc, peu importe la raison, cela a vraiment affecté la position du Canada au niveau international. Ici, nous examinons le nombre de lancements. Alors, la ligne verte représente les lancements mondiaux et la ligne bleue représente le Canada. Maintenant, encore d'une année à l'autre, les chiffres ne seront pas les mêmes parce que, comme on l'a vu plus tôt, il y a un petit décalage d'à peu près 2 ans pour un lancement mondial et un lancement au Canada.
Mais au cours des dernières années, nous avons vu à peu près, disons, 18 à 20 lancements par année au Canada, avec 27 lancements en 2016. Mais depuis, on constate un déclin progressif et nous n'avons pas vu un déclin similaire du côté international. Ensuite, nous allons regarder pour voir comment nous nous comparons aux pays clés, dont nous avons mentionné plus tôt, alors États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Alors ici, c'est vraiment la proportion de lancement dans chaque pays dans les 2 dernières années, dans les 2 années suivant le lancement mondial, pardon. On voit qu'en 2018 et 2019, nous constatons qu'une plus faible proportion de médicaments arrive au Canada. En 2018, c'était 36 et 2019, c'était 46 c'est un peu plus haut, évidemment, en 2019, mais c'est quand même toujours inférieur à ce que nous avons vu dans le passé. Ensuite, nous avons examiné pour voir ce qui n'est pas lancé au Canada. Parmi les 26 nouvelles substances actives lancées dans le monde en 2019, 54 n'ont pas été lancées au Canada dans les 2 années suivantes. Puis il y en avait 8 dans les maladies rares et 5 en oncologie. Ce sont les 2 principaux, mais comme vous voyez, il y en a d'autres dans d'autres thérapies qui n'ont pas été lancées au Canada. Puis finalement, en termes de résumé de l'analyse, il semble que le Canada a reculé au cours des dernières années en termes de paramètres clés. Donc, le temps et la proportion de lancement. Et si on regarde sur plusieurs années, nous constatons toujours cette tendance. Il faut noter que nous nous classons toujours bien assez proche de l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et bien sûr, les États-Unis restent toujours la référence. Et en 2021, nous avons constaté un changement assez dramatique en termes de délai médian et de lancement au Canada. Et notre nombre de lancements a diminué d'année en année depuis 2016. Et finalement, au cours des 5 dernières années, le Canada a effectué en moyenne 18 à 20 lancements par année, alors que la moyenne au niveau international était de 34. Et avec ça, je cède la parole à Annie, je crois. Oui, merci beaucoup, Ali. Merci de nous avoir présenté les résultats de cette étude. Moi, j'ai quelques questions, puis évidemment, je réinvite nos participants à poser des questions à travers la formule du Q&A là, sur votre écran. Vous allez le trouver en bas de votre écran. Je vais regarder ça attentivement et puis je vais me servir des questions qu'on va y poser. Mais moi, j'en ai quelques-unes. Ali, pour commencer, si tu me permets. On constate donc une réduction dans le nombre de lancements au Canada depuis 2019, en fait, là, si je comprends bien, ça diminue, 2020. Est-ce que, selon vous, c'est une anomalie ou c'est plutôt une tendance là, importante qui est inquiétante? Écoutez, c'est une très bonne question. Je ne sais pas où vont aller les choses dans l'avenir, mais je peux dire Vous que… ne lisez pas l'avenir. Non, malheureusement non. mais je peux dire que plus il est difficile d'expliquer comment obtenir l'accès et plus il y a d'incertitudes, plus il sera difficile de prendre des décisions en termes de lancement. Et oui, honnêtement, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand c'est plus complexe, plus les entreprises doivent repenser leur stratégie et doivent réévaluer leurs ressources et leur temps parce que le Canada est un pays parmi d'autres. Donc, le lien que vous faites, en fait, c'est entre l'instabilité ou l'imprévisibilité des politiques publiques et le nombre de lancements, ce que je vous comprends. Oui, ça a l'air, ouais. OK. Parce que dans les pays qui étaient mentionnés, si vous me permettez, il y a des pays qui sont similaires, entre guillemets, au Canada. Si on parle de la France, de la Suisse, l'Italie, de l'Espagne, j'étais surprise même de voir l'Italie si quand même bien représentée d'une certaine manière, parce que ce sont des pays avec des systèmes de santé publique qui peuvent être assez complexes aussi. Quand je pense à l'Italie,
je pense, en termes de complexité gouvernementale. Et pourtant, ils sont quand même assez bien en termes de lancement. Ils devancent même le Canada, selon les données que vous nous avez présentées. Est-ce que vous auriez une explication par rapport à ça ou ça revient à la même chose et à la prévisibilité? Bien, honnêtement, ça revient vraiment à la même chose. Donc, c'est des politiques plus stables et plus prévisibles dans ces Oui, pays. oui, exactement. France, est-ce que vous connaissez des médicaments spécifiques qui n'ont pas été lancés au Canada? Mais je pense, si on prend juste à la première diapositive que j'ai montrée quand on comparait les États-Unis puis le Canada, si on regarde depuis le milieu de 2019, c'est 129 médicaments qui ont été approuvés par le FDA, puis moins de la moitié de ces produits-là ont été soumis à Santé Canada. Ça fait que ça nous donne vraiment un bon exemple de qu'est-ce qui vient ici comparé aux États-Unis. Quand on se compare aux États-Unis, c'est notre voisin, évidemment, puis on se dit que les Canadiens devraient avoir accès à tout le moins aux mêmes innovations pour leur santé que leurs voisins du Sud. Il faut toujours remettre ça dans ce contexte. Il ne faut pas oublier dans quel contexte géographique dans lequel on est situé, nous, au Canada. Je pense que c'est très important. Mais il y a sûrement peut-être des médicaments spécifiques. Là, je ne sais pas si vous avez quelques exemples ou un exemple qui viendrait donner une idée, en fait, là, de qu'est-ce qui peut... moi, je pense, entre autres, à la fibrose kystique en maladie rare. On sait qu'il y a des médicaments qui sont accessibles aux États-Unis puis qu'ils ne le sont pas nécessairement pour les patients canadiens. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Pas spécifiquement, je veux dire, comme je sais que nous autres, on a chez AstraZeneca qui ne sont pas venus ici, puis il y a des autres compagnies. Parce que quand on parlait du système tantôt, puis comparé aux autres pays, puis là, tu as mentionné l'Italie, mais la première diapositive encore a été importante parce que ça montre l'effet cumulatif. Tu sais, c'est toutes des différentes choses que ça s'accumule tout pour causer tu sais, un plus gros problème pour le Canada. Puis avec l'incertitude du CEPMB, là, ça, à un moment donné, les compagnies ne savaient plus comment ça allait évaluer, comment ça comparait aux autres pays. Puis, tu sais, alors, ça cause des complexités importantes qu'il y a des produits qui vont pas être lancés parce que des fois, c'est pas juste le CEPMB, des fois, c'est sur l'aspect pan-canadienne. Des fois, c'est le CADF, puis INES. INES. Exactement. C'est le fait que ça... Oui. C'est sûr que pour une entreprise, quand ils pensent arriver au Canada puis faire face à un pays, ils font plutôt face à 13 territoires et provinces. Exactement. Et 13 façons de faire les choses, en plus de la gouvernance fédérale. Donc, je peux comprendre qu'effectivement, ça ajoute une complexité pour un territoire où il y a une population 10 fois moins importante là, que les Américains, bien entendu. Vous vous spécialisez en politique publique, c'est votre travail de tous les jours. Qu'est-ce qui, d'après vous, pourrait permettre d'inverser cette tendance? Qu'est-ce qui devrait se passer dans notre écosystème politique, d'après vous, pour améliorer la situation puis offrir aux patients canadiens des innovations biopharmaceutiques récentes? Oui, bien ça, c'est toute une question. C'est une question très importante. Je pense que ça nécessite une approche globale du gouvernement pour améliorer l'environnement. Puis tu l'as mentionné tantôt aussi, puis je l'ai mentionné les sciences de la vie, les stratégies fédérales, puis il y a les provinces qui sont sorties avec leur propre stratégie. C'est vraiment important de supporter ça, de trouver des façons de vraiment collaborer, avoir l'esprit de partenariat avec une approche multidisciplinaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment différents groupes qui viennent ensemble, puis être ouverts à avancer les choses. Puis, moi, je dirais que même la pandémie, tu sais, là, ça nous montre que ça peut fonctionner, tu sais, si on travaille ensemble. Puis je pense que ça prend vraiment cette approche-là pour avancer les choses au Canada, pour que ça change. Il faut qu'on envoie un différent message à l'industrie que
il y a un esprit de partenariat. C'est un pays qu'on veut innover, puis on veut s'occuper de la santé de nos Canadiens. Puis à la fin de la journée, on est un G7, on devrait agir comme un G7. Ouais, vous avez raison. Je pense qu'il faut envoyer un message d'ouverture à l'innovation. Puis parfois, il faut être créatif par rapport à ça. L'Australie le fait récemment. Elles ont décidé de prendre les choses en main, puis de mettre en place des politiques qui impliquent, entre autres, une ouverture au niveau des essais cliniques, par exemple, qui peuvent avoir un impact important sur le lancement de médicaments dans un pays. Une dernière question peut-être à vous deux. Si vous avez une observation, peut-être une leçon, vous avez beaucoup d'expérience, vous analysez, dans votre cas, Ali, les données depuis plusieurs années, France, dans votre poste au niveau global. Qu'est-ce qui, peut-être que vous avez vécu justement au niveau mondial dans un autre pays et pour lequel le Canada pourrait tirer une leçon positive et qui pourrait s'inspirer, avec laquelle il pourrait s'inspirer pour favoriser le lancement d'innovations biopharmaceutiques au Canada? Je ne sais pas lequel qui veut commencer. Veux-tu y aller, Ali? Ben, je pense que je vais dire. Ben, vas-y, France. Il peut commencer. Vas-y, Ali. Non, ben écoutez, je n'ai pas vraiment de commentaires spécifiques sur cette question-là, mais comme je l'ai dit, quand c'est très, très complexe, ça devient de plus en plus difficile de faire des lancements. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Donc, des politiques plus stables, plus prévisibles et qui permettent aux fabricants puis aux entreprises de savoir dans quoi elles s'embarquent à partir du moment où elles lancent un médicament, puis d'avoir une perspective sur le temps que ça va prendre, que ce soit clair dès le début, puis qu'il n'y ait pas trop de mauvaises surprises. Exactement. Moi, c'est ce que je comprends de ce qu'on peut ressortir des données. France, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je dirais que comme ça fait depuis le mois de décembre, c'est quand même récent, là, le changement, mais moi, je dirais que ce que je m'aperçois, c'est que les autres pays, il y a beaucoup d'autres pays qui sont ouverts à collaborer, à trouver des solutions avec les compagnies. Ça fait que je dirais qu'encore il y a des vraiment bonnes choses au Canada, surtout avec les stratégies, la science de la vie. Ça fait que c'est important de vraiment trouver les choses qu'on peut travailler ensemble, puis d'avoir encore un aspect, une approche multidisciplinaire, une approche de partenariat ou de collaboration pour trouver des solutions ensemble. Parce que je pense qu'il y a, encore une fois, si on regarde la pandémie, je pense que la preuve est là, on peut avancer les choses. Il y a des choses qui auraient pu être faites différemment, absolument, mais au moins, ça montre que, si on est ouvert à s'entendre, puis à travailler ensemble, on peut trouver des bonnes solutions, puis des solutions importantes. Puis si on peut continuer cette approche-là, je pense que ça va avancer les choses. Bien, merci beaucoup. Merci à nos deux conférenciers. Merci beaucoup pour les données qui ont été rendues publiques aujourd'hui. Et sachez que dès le début de la semaine prochaine, c'est les résultats de cette étude, de même qu'un communiqué de la part de LSO et de Bio-Québec seront rendus publics. Je sais également, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que ce webinaire a été enregistré et il sera disponible également au public. Peut-être en terminant, une des choses que moi, j'ai réalisé depuis mes 9 dernières années à la tête de Bio-Québec, c'est qu'on oublie souvent que l'écosystème des sciences de la vie, c'est un écosystème qui doit être fort dans tous ses maillons, du début jusqu'à la fin. Et on est très bon au Canada pour encourager la recherche académique, les projets, les biotech, les startups. On les aide, on les finance, mais quand on arrive à la commercialisation, il y a comme un enjeu culturel qu'il faut briser parce que c'est important. Souvent, ce sont des financements publics qui ont permis de mettre à jour ces nouvelles molécules dans lesquelles les Canadiens ont participé et que les Canadiens ne puissent pas avoir accès à ces innovations dans lesquelles ils ont finalement investi. Pour moi, ça constitue un problème d'accès à l'innovation, puis surtout de valeur qu'on veut donner à tous ces investissements que l'on fait
en recherche en sciences de la vie, si on ne va pas jusqu'au bout du processus, puis qu'on ne permet pas aux patients canadiens d'avoir accès à ces nouvelles molécules qui vont leur permettre d'avoir une meilleure santé, on ne va pas jusqu'au bout de l'écosystème des sciences de la vie. Puis cet écosystème-là, il a besoin de se tenir d'un bout à l'autre pour être solide. Parce que s'il y a un maillon qui est plus faible, bien, c'est tout l'écosystème qui est un petit peu plus faible. Alors aujourd'hui, les données qu'on a, bien, ça nous permet de nous rappeler qu'après avoir fait de la recherche, bien, il faut l'intégrer, les résultats de cette recherche-là, il faut l'intégrer dans notre système et j'espère que ces données vont permettre à nos gouvernements de réaliser à quel point les politiques publiques sont majeures dans les décisions que doivent prendre nos entreprises de lancer ou non un médicament au Canada et par la suite, évidemment, les intégrer dans toutes les provinces. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Je vous remercie encore une fois, Ali et France, de votre participation. À tous ceux qui ont participé, je vous rappelle que ce sera rendu public dans les prochains jours et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.